pourquoi beaucoup d'entre nous allons vieillir et finir seuls. Deuxième partie, avec des pistes de solutions pour que ça n'arrive pas. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va aujourd'hui et que la dernière vidéo que je vous ai postée ne vous a pas donné envie de vous pendre. Mais j'espère que vous comprenez vraiment ce que je veux dire par pourquoi est-ce que l'on va finir tout seul. Il faut bien comprendre un truc, c'est que mes recherches justement en la matière m'ont permis de comprendre que la solitude pouvait être une source de détresse extrême, voire un danger pour la santé. Ça fait un moment que je le dis, que dans tous les cas on n'est rien sans personne, on n'est rien sans les gens, et surtout ça fait un moment que j'explique que la qualité de notre vie va dépendre de la capacité et de la qualité des partenariats que l'on va justement sceller avec les gens. Et que ce soit des partenariats domestiques, les partenariats romantiques, les partenariats familiaux, sociaux, etc., la qualité de votre vie va dépendre directement de votre capacité à nouer avec des gens justement des relations de qualité. Et malheureusement, l'évolution de notre société et l'individualisme qui justement aujourd'hui prédomine dans notre société, on est à l'ère du moi d'abord, moi, mes petites émotions, mes petites sensations, mon petit plaisir, mon petit bien-être, mon petit intérêt personnel. Malheureusement, le pendant, c'est que cela nous coupe en fait des gens et nous empêche de nouer justement des partenariats de qualité. Et notamment dans nos vies amoureuses, et c'était le sujet de la vidéo d'hier, et c'est la raison pour laquelle je veux en parler aujourd'hui. Donc dans la vidéo précédente, je vous expliquais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on a plus d'individualisme, pourquoi est-ce que justement l'individualisme de notre société est le fruit d'une part d'une avancée à la fois technologique et sociétale et législative aussi d'une certaine manière, et quels sont du coup les problèmes que ça a occasionné. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites pistes de solutions pour justement vous permettre de nouer des relations amoureuses plus pérennes, qui vont durer plus longtemps, des relations de qualité qui justement vont diminuer drastiquement vos chances de vous retrouver seul, d'être seul. Et là encore, il s'agit d'erreurs que beaucoup de mes élèves font. Et en gros, mes réflexions et les pistes de solutions que je donne aujourd'hui sont à la fois le fruit de 10 ans dans le coaching avec des élèves qui se plaignent de leur situation, une observation accrue des tendances amoureuses, on va dire également une observation au fur et à mesure de l'évolution en fait de nos relations amoureuses, et puis un peu aussi mon expérience personnelle, mais ce n'est clairement pas la plus grosse partie de ce que j'ai à proposer aujourd'hui, parce qu'on est dans un sujet qui est quand même assez sérieux. Par ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis donc 10 ans, c'est ce que je dis, et j'aide les hommes et je les accompagne en fait à devenir des versions d'eux plus charismatiques et plus séduisants. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi, on en discute. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. La solitude est devenue une véritable épidémie. Et mes recherches m'ont permis de comprendre pas mal de choses. Je vais vous expliquer très rapidement ce que j'ai compris par rapport à la solitude et quelles sont les conséquences en fait de la solitude sur notre vie. Alors, figurez-vous que l'Angleterre a carrément créé un ministre de la solitude. Est-ce que vous trouvez pas ça ouf? Et c'est la même chose, il me semble, au Japon. Et en fait, la solitude peut créer des dommages également physiquement, ce que je trouve assez fou. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur cette espèce de phrase choc, en fait, qui dit que la solitude équivaut en termes de santé à une quinzaine de cigarettes par jour. C'est un énorme raccourci, mais c'est une phrase choc qui permet aux gens de comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce que la solitude est un problème. Alors déjà, il faut bien faire la différence entre la solitude et l'isolation sociale. Tu peux très bien être isolé socialement sans te sentir tout seul. Et tu peux même être en couple et malgré tout te sentir extrêmement seul. Parce que comme je l'ai entendu justement, il n'y a pas plus seul
que quelqu'un qui n'est pas bien dans son couple. Il est important de mettre en place des véritables connexions et c'est également le cas pour vos relations amoureuses, de mettre en place une véritable relation de qualité et un véritable partenariat, notamment dans vos relations amoureuses parce que par définition dans la société dans laquelle on vit, aujourd'hui en tout cas, la personne avec qui on est censé faire notre vie, la personne avec qui on est censé construire un foyer, c'est la personne avec qui nous sommes en couple et la personne avec qui donc nous nous marions. Alors, comme je le disais, à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette solitude? Je vous fais un petit rapide résumé. Le climat où on privilégie la compétition à l'esprit d'équipe, ça veut dire que l'individualisme a créé plus de compétition et par conséquent, il est beaucoup plus compliqué pour nous de faire équipe avec les gens parce qu'on considère de plus en plus de gens autour de nous comme des compétiteurs potentiels. Et oui, c'est également le cas dans nos relations amoureuses parce que je vois énormément de gens se placer en adversaire de leur petit ami ou de leur conjoint plutôt qu'en partenaire de leur conjoint, j'y reviendrai. Le curseur, moi j'appelle ça un curseur à partir duquel en fait on se fait passer un petit peu trop avant. Pour moi, il y a d'un côté l'altruisme ou en tout cas je dirais même en fait là pour le coup je dirais le canardisme ou le pigeonnisme. Ensuite il y a l'altruisme, ensuite il y a la générosité, ensuite il y a un état de neutralité, ensuite il y a ce que moi j'appelle l'égocentrisme et puis il y a l'égoïsme. Et en gros dans notre société on a tendance à mettre le curseur de la normalité de plus en plus vers l'égocentrisme et malheureusement on est de plus en plus amené à oublier l'intérêt général au profit de l'intérêt particulier. Conséquence de quoi forcément plus on va bafouer l'intérêt général et plus on a notre intérêt particulier en tête, moins on va avoir envie justement de nouer des relations de qualité avec les autres ou moins les gens autour de nous vont avoir envie de nouer des relations de qualité avec nous, ce que je me tue à vous répéter depuis plusieurs vidéos. Ensuite, nos liens sont de moins en moins résistants aux erreurs et aux conflits. Il y a beaucoup de relations qui sont considérées comme toxiques ou abusives, ce en quoi je suis d'accord. Il existe plusieurs types de relations, il y a les relations saines, les relations dysfonctionnelles, les relations toxiques et les relations abusives. Je vous fais un énorme résumé et en gros, c'est tout à fait normal de quitter une relation abusive. Alors, en ce qui concerne les relations toxiques, vous pouvez avoir des relations toxiques avec des gens qui ne sont eux-mêmes pas toxiques normalement. Mais si bien évidemment vous êtes dans une relation toxique, il y a de grandes chances pour que vous deviez mettre fin à cette relation. Et il existe des relations dysfonctionnelles pour lesquelles vous pouvez travailler, sur lesquelles moi je vous conseille grandement de travailler. À ce moment-là, ça se fait à renfort de thérapie, à renfort de thérapie de couple, de communication, etc. Vous pouvez venir à bout en fait d'une dysfonction normalement dans un couple. Et puis vous avez des relations qu'on pourrait qualifier de saines. Et il y a des relations dysfonctionnelles pour lesquelles on va être très très vite prompt à se débarrasser en fait de son partenaire alors que parfois une dysfonction peut se régler. Et puis un autre pendant par rapport à ça, c'est qu'on peut être amené à avoir des standards plus élevés pour son partenaire que pour soi-même. Par conséquent, on peut être beaucoup moins tolérant par rapport aux erreurs et aux défauts de son partenaire que par rapport à ses propres défauts, ses propres erreurs aussi. Autre chose qui fait que nos relations sont beaucoup plus volatiles, c'est qu'on peut couvrir tout seul une grande majorité de nos besoins basiques, en gros un abri, de la nourriture, des vêtements. Et à partir du moment où on n'a plus à 100% besoin de rentrer en interdépendance avec quelqu'un d'autre pour couvrir ses besoins basiques, ou alors qu'on ne fait pas directement le lien, ce qui est possible aussi, entre nos interdépendances et nos interactions et nos liens avec les autres et notre capacité à justement subvenir à nos besoins les plus basiques, on va avoir tendance à très vite mettre les gens sur le côté parce qu'on a la sensation qu'on n'a pas particulièrement besoin d'eux. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de situations où on ne se rend pas compte à quel point on a besoin des gens et où dans sa tête, on ne fait pas la connexion entre ce que les gens nous apportent et toutes les bonnes choses que l'on a dans notre vie. Nous sommes tellement hyper stimulés par des trucs qui nécessitent peu d'efforts. On est à l'ère de l'hyperstimulation qui fait que maintenir des liens de qualité avec les gens nous demande beaucoup d'efforts et du coup, le retour sur investissement nous semble moindre. Il fut un temps où les gens n'avaient même pas le téléphone et par conséquent, s'ils voulaient se parler, ils prenaient le temps de s'écrire ou alors ils prenaient le temps de se voir et ils traversaient plusieurs vallées, plusieurs contrées, plusieurs régions, même à cheval, pour venir se rendre visite et se voir. Puis il y a eu le téléphone, ce qui fait que les gens avaient beaucoup moins d'investissement à faire pour pouvoir maintenir des interactions de qualité. Et puis ensuite, il y a eu les messages. Ce qui fait que la proportion des messages texte dans nos interactions a considérablement réduit le temps que l'on pouvait passer à interagir en fait en direct, notamment au téléphone ou de vive voix. Les réseaux sociaux nous ont permis de transmettre des informations de manière carrément indirecte, ce qui fait qu'on a encore moins de raisons de s'écrire et ce qui fait qu'on a encore moins de raisons d'avoir des interactions directes. Et si à ceci vous ajoutez le fait que nous avons aujourd'hui d'autres sources de stimulation et de distraction
qui peuvent même nous donner des satisfactions sexuelles, comme par exemple le porno, et l'accès au porno qui est quasiment aujourd'hui gratuit et limité, bah effectivement, en fait, on a de moins en moins, il y a une partie en fait de nos besoins qui étaient couverts avec nos interactions sociales, qui étaient le besoin de se divertir, le besoin de prendre du plaisir ou le besoin de s'envoyer en l'air et d'avoir un petit peu de plaisir sexuel. Bah forcément, du coup, vu qu'il y a cette partie-là qui est déjà couverte par des choses qui nous demandent très peu d'efforts, voire très peu d'argent, on est beaucoup moins amené à porter de l'énergie, à créer des interactions de qualité. Donc du coup, il y a quelques solutions sur le plan global en général, et puis il y a quelques solutions qu'on peut vous apporter sur le plan plutôt romantique. On va d'abord s'attaquer au côté social de la force. Les premières choses que vous pouvez faire si vous voulez continuer à maintenir des interactions sociales de qualité sur le très long terme, la première c'est aider les gens. Avec une petite nuance, je n'aiderai pas tout le monde. J'aide les gens avec qui je suis soit dans une optique de partage, soit dans une optique d'échange. Et je ne peux pas aider indéfiniment quelqu'un qui soit ne cède pas lui-même, soit n'est pas prêt à investir un minimum de ressources en moi également. Pareil, je n'aide pas les gens qui n'ont pas un minimum mon propre intérêt en tête, ce qui pour moi est tout à fait normal. Le but, c'est de vous demander qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens. C'est quelque chose que moi je fais ici à Barcelone. Quand j'ai débarqué notamment dans ce bureau, la première chose que j'ai fait c'est voir qu'est-ce que je pouvais faire pour être sympa avec tout le monde, juste naturellement, du genre je suis assise dans un bureau, il y a des gens dans le bureau d'à côté, je me lève pour aller me chercher un café et la première chose que je me demande c'est est-ce que les gens autour de moi auront peut-être besoin d'un café. Donc la première chose que je fais c'est je demande aux gens, au fait je me lève pour aller à la cuisine, est-ce que quelqu'un veut quelque chose, un café ou quoi? C'est bête, mais ça permet de créer une interaction de qualité et la démarche c'est j'aide les gens et je propose aux gens mon aide tout naturellement avec un truc qui coûte pas grand chose et je donne aux gens l'opportunité déjà de m'aimer, de bien m'aimer, de me trouver sympa, mais en plus je donne aux gens l'opportunité de me rendre l'appareil la fois d'après et du coup ça me permet de voir qui est dans une optique de partage, qui est dans une optique d'échange et avec qui est-ce que je peux créer une interaction de qualité. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vois en fait autour de moi qui est dans une optique d'échange ou qui est dans une optique de partage et à partir de là, je recalibre un petit peu en voyant vers qui je dirige mon énergie et qui est-ce que je suis prompte à aider. Autre chose aussi qui est cool, c'est d'aller sociabiliser dans des groupes d'activités. J'invite toujours mes élèves à se demander quelles sont les activités qui vous donnent du plaisir, sans vraiment faire attention à la démographie des gens dans ces activités, juste retrouver des gens avec qui vous allez au moins partager quelque chose que vous avez en commun, ou des idées en commun, ou des convictions en commun, ou des activités en commun, du sport, de la culture, je m'en fiche. Quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur, à partir desquels vous avez envie de donner de l'énergie, et du coup vous allez vous retrouver avec d'autres personnes dans des contextes avec des gens qui ont les mêmes envies que vous, les mêmes interrogations que vous, les mêmes préoccupations que vous, et vous allez pouvoir construire des liens d'abord autour de vos activités en commun, et puis après vous allez pouvoir créer des véritables liens de qualité qui vont se suffire en fait, et qui vont survivre en fait au contexte dans lequel vous vous êtes rencontrés. Ensuite, et ça c'est très important, notamment aujourd'hui à l'ère justement de la mondialisation et du fait qu'on bouge un peu tous partout, si vous êtes très occupé ou géographiquement loin des vôtres, ça c'est un truc qu'on fait tout le temps parce que mes amis, mes proches, ma famille sont dispersés un peu partout en Europe. Donc ce qu'on fait, que ce soit avec ma meilleure amie, mes parents, mes amis un peu partout en Europe, on a des rituels. C'est-à-dire que d'une fois sur l'autre, on se donne des rendez-vous hebdomadaires ou bi-hebdomadaires où on se consacre du temps juste pour keep in touch, pour s'asseoir et discuter. Et être là, comment est-ce que ça va, comment s'est passée ta semaine, comment ça a été tes 2 dernières semaines. Et bien évidemment, le Covid, pour beaucoup, nous ont appris à faire ça, mais c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Ça va faire 4 ans que j'habite ici, ma meilleure amie est toujours ma meilleure amie. Et d'ailleurs, je suis toujours sa meilleure amie aussi, pareil pour mes parents. Ils sont toujours les personnes les plus importantes dans ma vie et je suis toujours quelqu'un de très important pour mes parents. Et la plupart des gens avec qui on a mis ces rituels, cela nous a permis de conserver des véritables liens puissants de qualité. Donc ça, c'est pour le côté social en général. Maintenant, je vais vous donner des pistes de solutions pour que vos relations soient un peu plus pérennes, un peu plus stables et vous donnent un peu plus de force et de pouvoir et justement des relations où vous allez être moins... Des relations où vous allez vous sentir clairement moins seul. Alors la première chose, si vous voulez créer une relation de qualité, il faut savoir ce que vous voulez, notamment sur le plan romantique. Il existe en gros 4 modèles amoureux, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos. Si vous allez devoir bien prendre le temps d'examiner en fait chacune de ces idées, potentiellement, donc ça peut être la polygamie, la monogamie. Vous allez devoir les expérimenter, savoir ce qui vous convient le mieux. Tout le monde ne veut pas l'amour pour la vie, tout le monde ne veut pas la monogamie, et c'est parfaitement ok.
Mais encore, faut-il lire les petites lignes, et de la même manière que le mariage comporte également des mauvais aspects, il faut savoir exactement à quoi vous vous engagez et quel est le type de relation avec lequel vous êtes le mieux. Le meilleur moyen de savoir ce que vous voulez, c'est interroger les gens qui sont dans les configurations qui vous intéressent. À titre perso, je passe ma vie à interroger les gens mariés depuis 15 ans ou plus. Je suis beaucoup plus intéressée par le fait de découvrir la réalité du mariage plutôt que de m'asseoir et de fantasmer, de me projeter dans un mariage. La première démarche est plus intéressante et me donne plus d'éléments sur est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Dans l'ensemble, de toutes les façons, dans tous les choix que vous faites de votre vie, sortez du fantasme et essayez de comprendre la réalité de votre désir pour en faire un objectif. C'est valable pour votre relation amoureuse aussi et c'est valable pour le couple. Deuxième conseil, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est verte là où vous l'arrosez. Si vous voulez une herbe verte, devenez un bon jardinier. Et avant de vous demander si votre relation vous satisfait ou pas, ou si vous n'aviez pas une meilleure option qui vous attend ailleurs sur Tinder par exemple, demandez-vous si vous faites ce qu'il faut pour prendre votre relation, pour rendre votre relation satisfaisante. Aussi, rappelez-vous que si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez emmener vos problèmes avec vous dans votre prochaine relation. Là encore, je ne juge pas. Been there, done that. Numéro 3, faites attention aux biais et aux facteurs extérieurs que vous prenez en compte pour prendre des décisions quant à votre vie amoureuse et notamment des décisions sur le long terme. Soyez partisans de « je ne prends pas de décision définitive basée sur des sentiments ponctuels, la passion, le goût du challenge, la peur de manquer, le fantasme et les milliards d'autres biais cognitifs qui vont jouer sur votre prise de décision ne doivent pas être là. Posez-vous la question, quelles sont les réelles qualités que doit avoir votre moitié et de quoi avez-vous besoin pour que votre couple marche sur le long terme? Est-ce qu'au final, le fait de s'être rencontré sur Tinder, c'est si important que ça? Et si vous rencontriez votre partenaire dans un contexte différent, comment est-ce que vous la verriez par exemple? Tout ça pour dire qu'il y a des situations où il y a des éléments extérieurs qui vont influencer votre décision alors que ce sont des éléments qui n'ont pas d'impact sur la qualité de votre décision. Gardez en tête que les gens évoluent, changent d'avis, de situation et d'opinion. Dans tous les cas, parlez ensemble et tâchez d'évoluer et de grandir ensemble. Je discutais l'autre jour avec une amie à moi qui est mariée et qui me demandait en gros où est-ce que mon compagnon et moi on voulait vivre sur le long terme et est-ce qu'on s'était mis d'accord. La vérité, c'est ce que je lui ai répondu, c'est qu'à l'échelle d'une vie, ça n'a pas d'importance. Peut-être que demain, on va devoir rentrer en Irlande en urgence pour s'occuper d'une affaire familiale ou de s'occuper de quelqu'un. Peut-être qu'un jour, on va partir en vacances, on va tomber fou amoureux de notre lieu de villégiature, on va décider de s'y installer ensemble. Peut-être que demain, mon compagnon qui est salarié va décider de se mettre à son compte. Et sur l'échelle d'une vie, ce sont des trucs qui au final ne comptent pas. Ou en tout cas, ce ne sont pas des choses qui doivent mettre en péril votre relation. Je suis assez contente d'avoir rencontré mon compagnon à la trentaine, à l'âge où on a un minimum d'expérience pour avoir le temps de confronter nos principes à la réalité et de savoir ce qu'on veut vraiment. Mais je me dis que je suis déjà plus la femme que j'étais quand j'ai rencontré mon compagnon et je serai sans doute pas la même dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Enfin, pour que ma relation survive à ces évolutions, il faut qu'on les prenne en compte. Pareil, se poser avec quelqu'un, c'est pas une excuse pour arrêter de faire des efforts que l'on produisait pour attirer quelqu'un. Si vous faisiez attention à votre corps, si vous étiez ambitieux, si vous vous apprêtiez, si vous sortiez beaucoup, si vous faisiez beaucoup de choses pour rendre votre vie vivante, il faut continuer en fait. Il ne faut pas s'arrêter sous le prétexte que vous êtes en couple. Ça ne va pas éviter à 100% le fait de vous séparer, mais ça va réduire considérablement le fait de vous séparer. Aussi, conseil numéro 6, considérez votre partenaire comme un allié et pas comme un ennemi. C'est une erreur que j'ai commise à plein de reprises. Ne faites pas comme moi. Ayez de la compassion pour votre partenaire. Alors, dernier conseil qui est super important, et je pense que c'est le plus gros problème. Refusez les relations transactionnelles. Et qu'est-ce que j'entends par relations transactionnelles? Ce sont des relations amoureuses qui sont basées sur l'échange et pas le partage. C'est quoi la différence pour moi entre l'échange et le partage? L'échange, c'est j'ai un truc, t'as un truc, on l'échange. Le partage, c'est j'ai un truc, t'as un truc, on les met en commun et on se sert selon nos besoins et on est dans une attitude de confiance. La majorité aujourd'hui des relations transactionnelles en amour dans notre société, c'est souvent une femme qui propose l'accès à son physique et l'accès au sexe contre souvent un peu d'argent. Ou en tout cas contre une prise en charge en fait de ses envies ou de ses besoins sur le plan pécunier. Ces relations-là ne sont pas viables sur le long terme. Ce sont des relations par définition superficielles. Et donc il est important, vous qui me regardez, si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, de vous assurer que la partenaire que vous avez en face de vous
ne vous apporte pas ou ne vous propose pas en échange d'entretien, en échange d'être bien traité, l'accès simple à son physique et au sexe. D'une part, une relation d'échange est beaucoup moins viable sur le long terme qu'une relation de partage. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous expliquerai la différence entre les deux, où je rentrerai vraiment dans les détails. Et en plus de ça, c'est pas une transaction juste. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a une grande majorité de filles qui sont dans cette optique-là. À ça, je répondrai 3 choses. Premièrement, non, pas tant que ça. Deuxièmement, ne pensez pas que c'est un phénomène récent, c'est plutôt les restes d'un phénomène précédent, d'accord? Il y a un lien direct entre le caractère traditionnel d'une communauté ou d'une civilisation et justement le caractère transactionnel des relations. C'est-à-dire que par définition, les relations précédentes des familles précédentes étaient transactionnelles et une femme était une monnaie d'échange, une femme était une ressource, était une transaction. Et troisièmement, plutôt que de vous dire qu'une bonne partie des femmes veulent être dans ce genre de transaction, ayez comme critère de sélection une femme qui ne soit pas dans ce genre de relation, en fait. Voilà, donc plutôt que de vous dire que vous allez devoir vous plier, plutôt que de vous dire que vous devez vous plier à ce type de relation, choisissez plutôt quelqu'un qui n'aspire pas à ce type de relation. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'était dense et c'est pas fini et j'ai vraiment vu le sujet en surface, mais c'est pas grave, j'avais très envie d'en parler. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse, on se retrouve très vite et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.